Oui, donc bonjour à tous. Donc Philippe Morin, je travaille au CETIM, donc Centre technique des industries de la mécanique. Concrètement, l'idée c'est de dire la robotique elle est transverse, elle est partout, vous le savez. L'usine du futur, c'est le numérique, c'est le big data, c'est tout cela. Et à partir de là, la robotique, c'est un des outils, mais c'est un des outils qui est au service de l'homme et non plus l'inverse. Et à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'en effet, on va retrouver grâce au big data, grâce à l'information et au numérique, un pilotage de la robotique, et la robotique qui pourra accompagner aussi les hommes à être plus autonomes, plus indépendants et surtout avoir une meilleure collaboration homme-machine. Si on regarde un peu ce qu'on entend par robotique, juste un peu de normes ISO, histoire de cadrer les choses. On en parlait ce matin, il y a beaucoup de travaux qui sont engagés sur la normalisation en France pour aussi imposer notre vision des choses. Le robot, c'est un mécanisme programmable. Alors après, un robot, c'est soit intelligent, soit bête, comme on aime le dire. Ce qui est important, c'est la façon dont il travaille avec l'homme. On le reverra tout à l'heure. Ce qui est important de dire, c'est qu'aujourd'hui, là, dans la robotique, vous avez 3 niveaux de robotique qui sont reconnus. Vous avez le niveau de la robotique industrielle que vous connaissez tous, c'est les usines automobiles et autres. Concrètement, on est dans une phase de maturité où on n'est pas à son apogée, mais pas loin. Tout a déjà été développé. Beaucoup de choses vont permettre d'aller plus loin demain en termes justement de cercle vertueux grâce à l'information et au retour d'information qu'il y aura grâce aussi à l'huile de contrôle pour permettre une réorganisation de la production. Ensuite, vous avez la robotique professionnelle qui se développe de plus en plus, et on verra l'intérêt qu'elle apporte aujourd'hui, qui est en phase de croissance en termes de dynamique. Et puis la robotique domestique. On parlait de Darty tout à l'heure. Concrètement, vous en trouvez un peu partout. Vous en avez peut-être chez vous pour aspirer les poussières ou nettoyer vos piscines. Mais en tout cas, c'est un secteur où cette team, on est très peu, mais qui se développe aussi. Mais qui est encore aujourd'hui, qu'on voit très rapidement arriver sur le marché parce qu'on est face à du commerce grande masse. Quand on parle de robotique industrielle, c'est 68% à peu près du marché mondial au jour d'aujourd'hui. C'est une progression qui s'est accrue ces dernières années, après une baisse, mais on ne va pas revenir sur 2007-2009, mais c'est une progression qui repart tout doucement, qui globalement concerne, vous le voyez sur la colonne de gauche, tous les métiers qui peuvent exister, qui peuvent... Bien évidemment, on parle très souvent de soudage, mais il n'y a pas que ça. On parlait de manutention il y a 5 minutes, de logistique, beaucoup de développement, etc. Mais c'est aussi, je dirais, une filière de marché qui est très structurée, où vous avez des techno-providers qui vont proposer des solutions, de l'outil, de l'intelligence, différentes choses diverses et variées. Ça passe derrière dans les mains d'ensembliers qui vont être... je dirais souvent votre interlocuteur ou interlocuteur de deuxième niveau derrière l'intégrateur qui va répondre à un besoin industriel pour assembler ces différents composants et vous amener une solution robotisée. Derrière cela, vous avez 2 technologies principalement. Vous avez ce qu'on appelle les outils portés, c'est ce qu'on trouve le plus couramment, c'est-à-dire que votre robot, au bout de votre robot, vous avez un outil, vous avez un système de soudage, un système d'assemblage, un pistolet de peinture, etc. Ou sinon, de plus en plus, vous avez des pièces portées, c'est-à-dire que l'outil porte la pièce et la présente à des cellules de parachèvement qui ont des outils dédiés. Si on parle de robotique professionnelle, 28% du marché. Donc vous voyez, la robotique domestique, c'est moins de 4% à l'heure actuelle. C'est marginal en tant que tel. C'est véritablement une robotique qui est en pleine expansion, qui offre des champs des possibles extraordinaires pour différentes raisons. On en reparlera tout à l'heure. Et qui, globalement, que vous retrouvez dans différents métiers. La différence avec la filière de la robotique industrielle, c'est que là, vous n'avez plus d'intégrateur face à vous, forcément. Vous pouvez avoir des distributeurs. Quand, pour un secteur d'activité comme le viticole, on conçoit des systèmes dédiés, une fois que vous avez réalisé votre cellule, ou votre cellule mobile, elle peut être démultipliée et revendue derrière à une filière, à des exploitants. C'est un peu la différence avec la filière de la robotique industrielle, où globalement, vous n'avez jamais 2 robots identiques en fonction des besoins des clients, parce que les modes de fabrication de l'entreprise, les modes de fabrication et de conception des composants sont totalement différents. 3 exemples dans le slide que vous avez là.
Fukushima, qui a vu une expansion de robotique professionnelle en développement, parce que ça a permis et ça permet d'accéder dans des zones où justement on ne peut pas envoyer l'homme. Donc ça a démontré aussi un certain nombre, et ça a fait avancer un certain nombre de développements pour justement intégrer ces retours d'informations et cette capacité d'avoir un robot semi-autonome ou piloté à distance. Deuxièmement, la robotique agricole, ça paraît saugrenu comme ça. C'est un secteur d'activité qui développe énormément de choses, que ce soit dans la surveillance des sols. Faut-il arroser? Faut-il rajouter un peu de pH, etc. Faut-il traiter? Deuxièmement, c'est un secteur qui va très loin parce que on en parlait tout à l'heure quand on parlait d'usines du futur, on parlait de la raréfaction des matières premières. Et dans le monde de l'agriculture, c'est pareil, on veut aller au plus efficient, le plus rapide, en respectant les sols. Donc l'intelligence de la captation de l'information et de son traitement est quelque chose qui est utilisé de plus en plus par les agriculteurs. On n'est plus avec des agriculteurs sur leur tracteur 8 heures par jour. On est souvent derrière un système automatisé où l'agriculteur est derrière un poste de contrôle, comme dans une centrale, et il pilote à distance. Et puis, au niveau à la croisée de l'industrie et du confort et de l'homme et du domestique, on a le médical, avec un certain nombre de développements qui sont venus justement de cette réflexion de dire si on est capable de produire des choses, on est capable aussi peut-être de rééduquer l'homme et de l'aider dans sa progression quand il y a eu un accident de la vie, un accident et autres. Et il y a beaucoup d'industriels qui sont partis sur ce développement, c'est comment utiliser des systèmes assemblés ou des briques technologiques pour non pas traiter de l'industrie, mais traiter de l'homme et du corps humain, avec l'assistance au geste dans les blocs opératoires, avec la rééducation et autres. Quand on parle d'évolution de l'interaction homme-robot, au niveau du CETIM, on travaille beaucoup sur ces sujets avec les gens du CIMOP, avec les gens du CEA. Globalement, on positionne toujours les robots industriels avec une faible interaction. Honnêtement, les lignes de fabrication Renault, Citroën et les autres que vous connaissez pour en avoir vu ou avoir vu les temps modernes de Charlie Chaplin à l'époque, c'était autre chose. Mais globalement, il n'y a pas d'interaction. Le robot est seul dans son coin, il fait le boulot qu'on lui demande, pour lequel on l'a programmé. Et quand on va à l'opposé, on retrouve, et on entendra parler cet après-midi, d'activités de cobotique, de dispositifs d'assistance au geste, où là, il y a véritablement une interaction entre l'homme et son système. Et au cœur, dans le carré qui se dessine, on a ce qu'on appelle la robotique 4.0. C'est celle où véritablement il y a une relation forte entre l'homme et le robot. C'est le robot qui devient l'assistant de l'homme. On travaille énormément sur des systèmes qui aujourd'hui permettent de conserver le savoir-faire de l'homme et de le mettre à profit avec un système automatisé qui lui rend service. C'est-à-dire comment le robot devient son apprenti sur un certain nombre de tâches. Et ça, c'est véritablement l'avenir de la robotique, entre autres choses, puisque ça va permettre, dans une des présentations, on voyait un ébéniste en train de poncer sa chaise. Concrètement, ça nous permet aujourd'hui de respecter ce geste opératoire et d'appliquer, là où c'est possible et seulement là où c'est nécessaire, un acte robotisé. La robotique, vous la vivez tous et vous l'avez tous avec vous tous les jours quand vous allez au boulot, quand vous partez de chez vous, dans votre voiture par exemple. Le jour où vous ne l'avez plus, le jour où vous n'avez plus votre GPS, votre ABS et autres, vous découvrez que finalement c'est bien pratique d'avoir un peu de robotique. Elle est intégrée, elle est invisible et c'est là que ça devient un véritable usage qu'on apprécie tous. Le vélo électrique a un développement assez intéressant dans certaines villes. Parce que concrètement, on peine moins, on n'arrive plus en sueur au boulot. Donc la robotique, elle est déjà au cœur de notre civilisation. L'interaction croissante, on en parlait tout à l'heure. À gauche toute, vous avez les cellules robotisées d'autrefois. On ne se posait pas la question. On a alimenté la cellule avec des composants. Elle faisait le boulot. On récupérait des ensembles assemblés à côté. À l'opposé, vous avez l'exosquelette. Alors l'exosquelette commence à arriver sur le marché industriel. Bien évidemment, le militaire se l'a approprié depuis déjà quelques années. Mais dans le marché du BTP, par exemple, il y a de plus en plus de développement où un exosquelette permet à l'homme d'éviter et de traiter les problèmes de pénibilité au travail. Entre les deux, on retrouve ce qu'on appelle l'îlot robotisé collaboratif où justement, on va apprendre à travailler entre un homme et un robot. Et puis vous avez la cobotique. Je crois qu'il y a cet après-midi, j'en suis sûr, il y a quelqu'un de RB3D qui parlera justement de ces activités. C'est quelque chose
qui est véritablement extraordinaire, parce que là aussi, on est capable, avec les systèmes actuels, de démultiplier l'effort humain pour supprimer de la pénibilité, mais je laisserai la personne le présenter tout à l'heure. Quand on parle de robotique collaborative, c'est un vrai sujet d'intérêt aujourd'hui. La façon dont on le traduit, c'est de dire c'est une approche raisonnée entre le tout robotique et puis la part de l'homme dans le système. Vous allez voir, alors, messieurs les intégrateurs, ne soyez pas offusqués par mes paroles, mais vous allez voir un intégrateur aujourd'hui avec un besoin, concrètement, en fonction de ce qu'il a sur étagère en termes de briques technologiques, il va développer de la R&D, au sens large du terme, pour pouvoir vous apporter une réponse. La réponse la plus efficiente à votre besoin et la plus complète, avec du tout automatisé. À l'inverse, quand on parle de robotique collaborative, c'est de dire, ayons une approche raisonnée où on va non pas créer de la brique pour créer de la brique technologique, mais exploiter l'ensemble des technologies qui sont disponibles, et regardons comment l'homme, avec ses usages et les scénarios d'utilisation, les scénarios d'usage du système, peut interagir en apportant ce levier collaboratif et surtout en limitant le challenge d'autonomie du robot. L'idée, c'est véritablement de dire, plutôt partir sur un tout automatique qui coûte les yeux de la tête, qui est très difficile à développer, parce que justement, il y a des boucles d'informations qui doivent se faire systématiquement à tous les niveaux. Regardons comment l'homme peut rester maître de son savoir-faire et transmettre au système les informations dont il a besoin pour travailler et travailler en bonne intelligence. Petit jeu. Vous avez tous dans votre jeunesse, peut-être, ou encore à l'heure actuelle par plaisir, fait la cueillette des pommes, la cueillette des fruits en général. La question est arrivée un jour de dire comment cueillir des pommes en automatique, comment supprimer la problématique des saisonniers, de la pénibilité, et puis, encore une fois, d'augmenter la productivité. Si vous essayez de raisonner tout automatique, vous allez devoir traiter les problèmes de préhension du fruit, d'identification de là où il se trouve. Encore une fois, un métier de saisonnier, c'est monter sur une échelle, prendre des fruits, les mettre dans son panier, descendre, aller verser dans un bac en prenant soin des fruits pour ne pas les esquinter, etc. Les résultats ont été peu probants en termes de développement, tout 100%. La solution a été un entre-deux. Cet entre-deux, c'est ainsi un chariot automatisé, robotisé, tracteur, qui avance à une vitesse déterminée, muni à l'arrière, on ne le voit pas, d'un système de palettes qui se charge en fonction des fruits qui arrivent, et puis des hommes qui sont sur des nacelles, qui se placent à la hauteur nécessaire, et l'homme garde son savoir-faire. C'est-à-dire qu'on a maintenu l'homme pour le savoir-faire qui est d'aller capter le bon fruit à la bonne maturité avec le geste et le soin qui permet de protéger le fruit, et un système qui, derrière, va supprimer toute la pénibilité de monter, de porter, de décharger, etc., etc. C'est ça la robotique collaborative, c'est de dire quel est le juste milieu entre robotique et travail humain. C'est pas grave. Non. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. L'atout de la collaboration machine, c'est ce que je vous ai dit, c'est sur cette courbe de croissance entre robotique professionnelle et robotique industrielle. C'est là qu'il y a véritablement énormément de travail à faire. C'est là où il y a des gisements de productivité, c'est là où on va respecter l'homme dans son travail. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus besoin de robotique industrielle, ce n'est pas du tout mon propos. C'est simplement de dire, dans certains cas, on a voulu tout automatiser. On a vu des cellules de soudage arriver dans les entreprises à une époque où il a fallu reprendre l'ensemble des gammes opératoires parce qu'il a fallu reprendre aussi totalement la conception des pièces. Parce que les pièces, les robots étaient très complexes dans certains cas pour pouvoir accéder à des zones de soudage où l'homme était capable de se baisser. Le robot, lui, s'il n'a pas la capacité, s'il n'a pas la place de passer, on est obligé de complexifier ensemble. Donc la zone de montée en puissance de la robotique, en tout cas telle que nous on l'aperçoit aujourd'hui en France et à travers le monde, à travers des développements qu'on voit un peu partout, c'est véritablement sur ce lien entre professionnel et industriel avec l'homme au milieu. Par contre, c'est une zone grise, de doute, parce qu'aujourd'hui, il faut reconcevoir dans certains cas aussi certains processus de production. Il faut
Répondre à des problèmes de réglementation, aujourd'hui, rien n'est clair. Il y a encore des flous artistiques et le CIMOP le sait bien puisqu'il travaille aussi sur ces sujets de normalisation en lien avec l'INRS qui met un certain nombre de verrous et les intégrateurs le savent également, etc., etc. Mais c'est un champ énorme. Merci Cathy. La réglementation, j'en parlais justement. Autrefois, on disait qu'il faut qu'il n'y ait aucune relation entre l'homme et le robot. Aujourd'hui, on dit on peut avoir une relation entre l'homme et le robot à condition de lever les risques. C'est là où aujourd'hui il y a de grandes discussions, mais où aujourd'hui on sait quand même qualifier une installation dans une entreprise par rapport à des étapes de levée de risque sur je cherche le terme, mais c'est le contact à l'effort, je crois, ou je ne sais plus quel est le terme qui est utilisé dans la norme et qui permet de définir justement si oui ou non on peut mettre un robot collaboratif. La problématique, ce n'est pas le robot, c'est l'outil qui est au bout du robot. Le robot, il peut s'arrêter quand il touche à l'homme, mais si l'outil est un outil coupant et qu'il vient découper quelqu'un qui passe par là par hasard, ça ne va pas le faire. Donc aujourd'hui, on a des vraies problématiques réglementaires qui sont en train d'être levées. Il y a des gros travaux qui sont faits avec le CIMOP et l'UNM sur la normalisation de manière avancée, mais il y a déjà des installations qui fonctionnent. Merci. Alors, RB3D, je voulais présenter ce slide parce que c'est un travail qui a été mené en collaboration avec le CEA, le CETIM, dans le cadre d'un projet qui est CapMeUp, un financement de recherche, notamment en robotique. C'était RB3D, je garde sous votre contrôle. C'est un projet qui permettait de répondre à un besoin des pneus Laurent pour du rechappage de pneus, où le but était de traiter les problèmes de TMS et de réemploi de la personne qui était déclarée inapte à l'origine pour ce travail. C'est un programme très dur où on vient véritablement supprimer des matières des pneus. L'objectif a été de mettre en effort et de maîtriser l'effort pour ces développements et donc de répondre aux besoins qui étaient de garder le savoir-faire, encore une fois, de l'homme, savoir à quel endroit enlever du caoutchouc, à quel endroit en laisser, quelle épaisseur, etc., etc. S'il avait fallu tout automatiser, il aurait fallu avoir un retour d'effort pour savoir quelle était la pression dans le pneu, savoir mesurer l'épaisseur de pneu ou de gomme à enlever, etc., etc. Encore une fois, l'intérêt de cette solution, c'est de conserver le savoir-faire de l'homme. Deuxième exemple, toujours avec le CEA, je vous ai mis 4 images, mais il y a une vidéo qu'on pourra vous mettre à disposition, qui est un développement en cours. On a fait un démonstrateur l'année dernière avec les gens du CEA au titre d'une start-up qu'ils ont engagée, qui est Cibo, qui est un robot collaboratif où vous allez, par contrôle d'effort, apprendre au robot en 2 points quelle est la zone à poncer ou à polir. Le robot va ensuite se déplacer seul et vous allez lui définir une pression. Et à partir de cette pression, que la pièce soit plane ou courbe ou n'importe comment, il va se déplacer toujours à la pression et réaliser le travail. C'est un travail qui est intéressant et notamment pour les gens du moule, les industriels du moule, puisque concrètement, sur des moules de 2 à 3 mètres de long, vous avez parfois des zones linéaires où l'homme n'a pas de valeur ajoutée en tant que tel, il ne fait que polir, poncer à longueur de journée, alors qu'il y a des endroits où véritablement il va devoir accentuer parce qu'il y a des arêtes, etc. L'intérêt de ce système, c'est que vous travaillez à côté de votre apprenti, vous lui dites tu travailles de là à là, il travaille seul, de temps en temps l'homme vient vérifier ce qui se passe, ce n'est pas nous qui le disons, hein, ce sont les gens du moule qui le disent, et à partir de là, vous recalibrez la position de votre robot, il continue de travailler. Ça, ce sont des pistes intéressantes en termes de développement. J'en ai fini. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Sinon après.